Bonjour. Bon, écoutez, je suis désolée pour cette interruption. Donc, on parlait Gemba et on parlait pratique du Gemba. Alors, ce qu'il faut comprendre sur le Gemba, c'est que d'abord, c'est une pratique de management et c'est une pratique de leader. Ça n'est pas juste une technique ligne qu'on doit exercer à droite ou à gauche. Quand on parle de leader, on parle bien sûr d'un patron, on peut parler d'un manager, d'un responsable d'équipe, mais dans le lean, quand on parle de leader, on parle aussi de la personne qui va être en charge de la résolution de problèmes et qui va essayer d'emmener autour de lui un certain nombre de gens, autour d'elle, un certain nombre de gens qui vont donc contribuer à la résolution de problèmes. Do- Alors, je vais essayer de vous donner 10 conseils autour de ce sujet-là. Donc le premier, c'est un conseil sur la pratique de leader. Et ce qu'il faut bien comprendre sur le leader, c'est qu'en fait, il a d'un côté un aspect très vert de son organisation, c'est l'organisation qui rassure, et puis un aspect plus rouge de l'organisation qui est la réalité qui perturbe. Et c'est ce qu'on appelle l'effet pastèque. Donc l'organisation qui rassure, c'est quoi? C'est la vision stratégique. Le leader sait où est-ce qu'il a envie d'aller. Elle peut être stratégique à son niveau, hein, de patron d'entreprise, de team leader ou d'opérationnel. Il a un reporting, donc il a des chiffres qui décrivent une forme de situation. Il a des comités, des réunions, des rituels qui lui permettent de se dire je parle aux bonnes personnes, au bon moment, on va échanger la bonne information. Il a des processus qui sont précis, décrits, qui sont parfois même certifiés, ISO, ITIL, CMMI. Il a un budget, et ce budget, bah, il a été construit à un moment, j'ai besoin de temps pour faire telle chose, ça a été validé, donc on sait combien on va dépenser, on sait ce qu'on en attend. Ça, c'est la vision qui rassure. La réalité qui perturbe, c'est un peu autre chose. Bah, c'est qu'avec toute cette organisation qui devrait fonctionner impeccablement, en fait, on a des réclamations clients. On a des tensions avec les collaborateurs, une certaine morosité. On peut avoir des situations de crise où tout à coup il faut tout arrêter, se retrouver quelque part, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de prendre des décisions en catastrophe, ça peut être très tendu. Puis il y a les chiffres qui ne sont pas toujours ceux qu'on attendait. Donc voilà, donc notre leader, il est dans un double paradigme, enfin dans un paradigme dans lequel d'un côté tout est prévu pour que ça se passe bien, et de l'autre, dans la pratique, la réalité est quand même assez perturbante. Et donc, ce leader, en fait, on va lui faire une proposition avec le lead management de trouver une meilleure trajectoire. Et cette meilleure trajectoire, elle a trois axes, le Gemba, le Challenge, le Kaizen. Donc ça, c'est défini dans quelque chose qu'on appelle le Toyota Way. Vous savez que le Lean vient du monde Toyota et que chez Toyota, il existe un système de management. Et dans le système de management, il est expliqué que l'amélioration se pilote avec le Gemba, le Challenge, le Kaizen. Donc aujourd'hui, on va commencer par parler Gemba, bien évidemment. Le Gemba, juste une définition, c'est un mot japonais, ça veut dire aller voir. Mais pas aller voir n'importe quoi. On va aller voir les vrais clients, on va aller voir les vraies pièces, c'est-à-dire les vraies choses qu'on va produire, les vrais services qu'on va livrer. On va le voir au vrai endroit, c'est-à-dire là où la construction de ces produits et de ces services a lieu. Et puis l'objectif de tout ça, c'est qu'à titre personnel, on puisse obtenir une meilleure compréhension de la situation. Qu'on sorte de cet effet dual de vert et de rouge et qu'on se dise, bah tiens, finalement, la réalité, de façon explicite, elle est comme ça. Donc voilà, donc le premier conseil, c'est l'exercice de leadership qu'il va falloir assumer. Le deuxième point qui est important, c'est d'apprendre à voir. Parce qu'on dit, allez voir. Ben voilà, là on va et on voit. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un centre d'appel, on voit un certain nombre de gens qui travaillent. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir qu'ils ont des consignes. Hein, on en voit sur les différents postes de travail. On peut voir qu'ils ont l'air plutôt occupés, les gens sont plutôt assis, il y en a quelques-uns debout. Ben, une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a strictement rien vu, parce qu'on ne sait pas si la situation est bonne et mauvaise, on ne sait pas si les clients sont bien servis, on ne sait pas si les volumes d'appels sont normaux ou anormaux, on ne sait pas si les gens sont équipés ou pas équipés pour bien travailler, pour bien répondre aux questions. Et en fait, quand on a fait ça, oui, on a vu, mais comme on n'est pas capable d'interpréter la situation, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce que vous dit le Gemba, c'est qu'il va falloir avoir une opinion plus précise. Un autre exemple de Gemba, là on est dans une entreprise Lean, donc tout est fait pour que les interprétations soient bonnes. Ce sont des gens, c'est une société qui s'appelle Cadieu, qui fait des portails. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on voit dans cette entreprise-là? On voit que la personne, le dernier artisan qui va souder le portail, il a commencé à 12h30, il a prévu de continuer jusqu'à 16h, et finalement, il en a eu jusqu'à 16h10. Et il met même un petit commentaire en disant pourquoi est-ce que j'ai eu 10 minutes de plus, c'est parce que j'ai eu du mal à couper.
Bah là, on peut se dire, tiens, c'est pas mal, mais c'est quand même pas exactement ce qu'on cherche. On a pu aller et voir et se faire déjà un début d'opinion. Donc, le point du Gemba, c'est que aller et voir, c'est technique et qu'il va falloir apprendre à le faire. Et c'est ce que je vous propose maintenant. Donc, le troisième point, c'est que aller et voir, c'est toujours commencer par le client. C'est-à-dire qu'un processus, une organisation sont là pour servir à un moment donné un client. Si c'est pour soi sur soi, si c'est pour soi pour son copain, ça n'a pas du tout la même valeur que si on le fait pour un utilisateur interne, si on est à l'informatique, un client externe, si on est dans une agence ou dans un supermarché. On va toujours essayer de comprendre ce que l'on fait pour le client. Et donc, quand on va aller sur le terrain, on va se dire, mais de quel client parle-t-on? Alors la bonne pratique ici sur le centre d'appel, c'est de se dire on va aller écouter 10 à 20 appels. Alors c'est assez simple. Moi j'ai emmené le directeur général d'une entreprise qui fait du crédit et qui notamment vend ses crédits via des intermédiaires. Donc il parle de B2B2C. Donc un intermédiaire typiquement ça peut être un vendeur de meubles et de télé, un vendeur de voitures, voire même un supermarché. Enfin voilà. Donc lui il va signer avec la marque et la marque va vendre le crédit à ses propres crédits. Et on décide d'aller voir ensemble, de façon ligne, un centre d'appel qui travaille pour ces intermédiaires qui sont des entreprises. Donc je lui dis, on va écouter 10 à 20 appels. Bon, très bien, on va écouter 10 à 20 appels. De toute façon, j'ai l'habitude. Je lui dis, oui, oui, on va les écouter, mais quand on aura terminé, je lui précise bien tout de suite, il faudra qu'on soit capable de dire, mais quelle était la demande du client? Pourquoi est-ce que ces gens qui ont un métier par ailleurs ont pris le temps de nous appeler? Et puis il va falloir évaluer la qualité de la réponse. Est-ce qu'on a répondu à toutes leurs questions? Est-ce qu'on a été crédible? Est-ce qu'on a été bien? Et puis on va essayer de comprendre en quoi est-ce que cette réponse va ou non favoriser le développement du business avec cette entreprise qui distribue nos crédits. Du oui, oui, pas de problème, je sais faire. Très bien. Donc on s'assied à côté de la personne, on met chacun un casque, et puis on lui dit on veut juste que vous preniez des appels, on a envie de voir pourquoi les clients vous appellent. Donc, premier appel, on est dans un supermarché. Un client du supermarché dit voilà, je n'arrive pas à comprendre ça et ça sur ma carte de fidélité, et c'est lié au crédit. Et donc, l'hôtesse de caisse appelle et dit ben voilà, on ne comprend pas très bien. Bon, donc, on va essayer de lui trouver une réponse un peu technique. On lui dit écoutez, on vous rappelle. Et puis là, mon directeur général me dit bon, bah c'est bien, on va aller s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre. Je lui dis mais il n'en est pas question. Bah si, je vais m'asseoir à côté de tout le monde. Là, je lui explique que l'objectif n'est pas de serrer les mains et de faire le patron sympathique. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi les clients appellent et on va rester là. Donc, il en est un peu surpris. Deuxième appel, on retombe sur un supermarché et là, la personne dit écoutez, ça, vraiment, l'ordinateur est lent, je clique, ça ne répond pas, etc. Et la dame lui dit bah, écoutez, ce que vous faites dans ces cas-là, vous éteignez l'ordinateur et vous redémarrez. Et puis, on écoute une douzaine d'appels. Voilà. Et donc, en sortant de ça, je lui dis est-ce qu'on a fait de la création de valeur? Ah bah il me dit, pas vraiment, hein. Ce que j'ai entendu, c'est 4 fois redémarrer la machine, 3 fois on annule le dossier, il va falloir que vous ressaisissez tout. Une fois, je vais escalader, entre guillemets, la demande à quelqu'un d'autre. Il dit non, création de valeur, j'en ai pas vu. Est-ce que dans les gens qui vous ont appelé, on a fait de l'innovation? Bah, il dit non, on ne parle pas d'innovation là. Enfin, je veux dire, c'est juste répondre à des questions un peu difficiles. Donc, est-ce qu'on est dans la réparation de valeur? Tout à fait. Et donc, il s'est rendu compte que sur ce centre d'appel qu'il avait sous les yeux, personne ne créait de valeur. Qu'on était juste en train d'essayer de récupérer le coup. Si on arrive au deuxième point qui est évaluer la réponse, très bien, bah évaluons la réponse. Hein. Alors les solutions apportées. Bah, dire à une hôtesse de caisse, écoutez, il va falloir que vous arrêtiez votre machine et que vous la redémarriez, bah, c'est pas une bonne réponse. Hein. Parce qu'en fait, elle a en face d'elle des clients, peut-être même une file de clients. Ces gens-là se disent, mais enfin, c'est pas possible, je suis en train d'attendre, mon caddie est plein, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai autre chose à faire. Et ça met l'hôtesse dans la difficulté. Donc ça n'est pas une solution qui est satisfaisante. Un autre appel, 3 autres appels, se sont traduits par la suppression d'un dossier. Alors quelle a été l'histoire? À chaque fois, la personne qui appelait, par exemple un vendeur de voiture, disait ben voilà, j'ai un client en face de moi pour une voiture, je vais lui faire une offre de crédit, il a fallu que je saisisse des informations, et notamment le loyer, parce que quand on fait du crédit, on le fait à des gens qui ont les moyens de rembourser. Donc il faut qu'on connaisse le loyer. J'ai saisi le loyer, je me suis trompé. Au lieu de mettre 700 euros, j'ai mis 7000. Est-ce que je n'arrive pas à enlever le zéro? Ah bah tout à fait, dit la dame. Vous ne pouvez pas l'enlever, ça n'est pas à votre main, c'est comme ça, c'est une question de sécurité. Le vendeur dit qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi?
Ah ben ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais vous supprimer votre dossier, comme ça vous pourrez le recommencer à zéro. Il dit, mais attendez, il recommence à zéro, j'ai déjà tout saisi. Qui est la personne, où est-ce qu'elle habite, quels sont ses revenus, sa carte d'identité, etc., etc. Il va falloir que je ressaisisse tout. Ah oui, mais comme je vous le supprime, vous allez pouvoir mettre 700 euros au lieu de 7000. Donc vous voyez, solution satisfaisante, pas vraiment. Et puis ensuite, je dis à mon DG, bah, quel est le lien avec le business? Il dit aujourd'hui, nos vendeurs de voitures, pour les citer, nos vendeurs de voitures ont plusieurs offres de crédit, c'est-à-dire ils ne travaillent pas qu'avec nous, on a plein de concurrents. Donc quand on dit aux vendeurs, écoutez, il va falloir supprimer le dossier, il n'est pas certain que la création à nouveau du dossier, il la fasse avec nous, il la fera peut-être avec un concurrent. On va directement perdre du chiffre d'affaires. Et je lui dis, est-ce que ça a un impact sur vos coûts? Ben, il dit, des centres d'appel qui ne sont pas là pour rendre service, qui sont là pour essayer de dépatouiller le client. Oui, ça a un impact sur les coûts. Donc, ça n'est pas satisfaisant. Et donc, ce qu'aura découvert mon DG au cours de cette visite, c'est que quand on n'essaye pas d'aller voir tout le monde, d'être aimable, d'être bien élevé, de laisser une bonne impression, et quand on se focalise sur le client, tout à coup, on va découvrir un certain nombre de pistes d'amélioration. Et il va en retirer effectivement une que les équipes ne verront pas tout de suite, mais qu'elles verront quelques mois plus tard. Il est revenu et il a dit à sa DSI, écoute maintenant, ce que je veux, c'est que l'on puisse modifier une donnée en temps réel. Alors la DSI se tortille en disant, mais vous savez, c'est des vieux systèmes, ça tourne en batch la nuit, donc on peut faire les modifications seulement le matin. Et donc il a tenu bon et la DSI a réussi à trouver, ça lui a pris 6 mois, mais a réussi à trouver une façon de pouvoir modifier une donnée en temps réel. Voilà, un exemple de Gemba dirigeant. Est-ce qu'on peut faire ce type de Gemba aujourd'hui dans le cadre du télétravail? Déjà, est-ce que la personne est en télétravail ou non? Et moi, je crois que sur les centres d'appel, on ne l'est pas aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut venir, dans le cadre du confinement et de la distanciation sociale, écouter des appels? Bien sûr, il suffit juste d'acheter des câbles un peu plus longs pour le téléphone et de bien marquer les espaces pour expliquer à quel moment on est à 1 mètre de distance et à quel moment donc on respecte la distanciation sociale. Voilà, donc un exemple. Un autre exemple ici que je vous montre, là on est vraiment dans le monde du digital et on a encore envie de s'intéresser à ses clients et on se dit mais finalement qu'est-ce que je leur propose? Et donc ce que l'on va faire, alors j'espère que cela va fonctionner, on va essayer d'aller sur Chrome et puis sur Chrome on va se dire mais finalement est-ce qu'on arrive à savoir ce que pensent ou non les clients de notre propre activité? Donc je vous emmène sur Chrome. Et voici ce que l'on va voir. Donc on peut aller sur l'application SNCF et on peut se dire bah, là-dessus quels sont les avis finalement que vont donner les clients. Donc c'est assez simple, hein, on tape appli SNCF Android sur son navigateur, on arrive là-dessus et à un moment sur l'écran on arrive sur les avis. On n'est pas obligé d'installer. Alors on peut partir des avis les plus pertinents. Moi je préfère partir des plus récents, je trouve que c'est plus équitable, on va se rapprocher de la réalité d'aujourd'hui. Et donc, on a des gens qui vont nous donner des notes qui vont aller de 1 à 5. Et Karl va donner 5 et va dire c'est magnifique. Sourindar va donner 5 et dit très bonne application. Donc, on peut se dire bah, ça se passe bien avec les clients. Mais finalement, est-ce que les clients sont si satisfaits et que pensent-ils vraiment de notre travail? Avons-nous des possibilités de nous améliorer? Ben là, il y a des erreurs par rapport aux horaires réels du train. Bon, ben voilà, c'est une première piste. De nombreux bugs. Ah, on ne sait pas ce que c'est comme bug, mais il y en a de nombreux. Donc de nombreux bugs, c'est pas très simple, c'est pas très exploitable. Impossible d'annuler un voyage. Message d'erreur technique, il faut aller en gare, pas de formulaire, rien du tout. Impossible d'annuler un voyage. Les annonces des voies de départ ou les retards ne sont pas anticipées. Ben, c'est peut-être une piste d'amélioration. Donc ensuite, Eric, ça va. Application qui bug. Ah, tiens, on entend encore application qui bug. C'est la deuxième fois. Mais là, c'est plus précis pour les achats de billets. Et donc là, l'application vend des billets pour des trains qui n'existent pas. Ben, c'est quand même pas très agréable. De la pub et des billets trop chers. Ah, on découvre que quand on veut acheter son billet de train, en plus, on a le droit d'avoir de la pub. Bon, bah, c'est bien. Impossibilité de mise à jour. Voilà. Et quand on va chercher comme ça, petit à petit, ce que pensent les clients du service, eh bien, on va arriver à avoir une image assez concrète, assez précise des points faibles de l'ensemble. Donc, les conditions d'achat, les bugs, les places de vélo, le train n'a jamais eu lieu. Tiens, c'est la deuxième fois qu'on achète une place pour un train qui ne part pas. Donc, si on regarde comme ça 50 ou 100 avis, ça va très vite. Mais on peut se faire une opinion de la qualité du service que l'on rend au client.
Donc voilà, donc ça c'était vraiment le deuxième point de cette présentation. Le troisième, aller voir le client, essayer de comprendre ce qu'il passe, ce qu'il pense, et puis à partir de ça, se faire un peu une opinion sur notre façon de travailler. Alors, le point d'après, c'est donc d'arriver à voir ce que l'on livre. Parce que quand vous allez faire un Gemba, les gens vous disent tout de suite, voilà mon processus, voilà mon organisation. Oui, d'accord, mais tu livres quoi ici? Et puis vous savez, quand on est parfois un peu loin du terrain, on a un peu de mal à se souvenir exactement de ce qui se passe. Donc on voudrait le voir. Et donc, aller voir ce que l'on livre, ça pour moi, c'est réellement le syndrome du petit prince. C'est le petit prince qui dit à l'aviateur, dessine-moi un mouton. Tant qu'on donc on peut se dire, tiens, le mouton il est dans la boîte, mais à ce moment-là on ne sait pas ce qu'on livre, ou alors on peut regarder le mouton. Et puis à ce moment-là, on va se rendre compte que le mouton, c'est pas exactement ce qu'on attendait. Tiens, ça c'est un bouc, c'est pas un mouton, dit le petit prince. C'est pas ce que je veux. Et donc maintenant, il va falloir qu'effectivement l'entreprise se dise, mais qu'est-ce que je livre? Et ça, c'est ce qu'on va faire pendant le Gemba. Alors je vous donne un exemple. Ça date il y a 3 4 ans, ça date pas d'il y a 20 ans. Je vais dans le centre d'impression d'une banque. Bon, les banques envoient mais énormément de courriers. Je veux dire, on peut imaginer aujourd'hui que tout se fait sur le digital, mais dans la réalité, on imprime encore des RIB, des comptes rendus d'opérations, des invitations à un certain nombre de choses. Enfin, ce sont des millions de courriers par an. Donc je vais dans le centre d'impression de la banque, il y a des grosses machines à imprimer, des grosses machines à mettre sous enveloppe, et au milieu de l'espace, le patron du centre me dit, bah, t'as vu Marie-Pia, nous avons encore une vieille imprimante. Alors je ne sais pas si vous en avez tous vu des comme ça, mais nous avons encore une vieille imprimante avec des feuilles, et puis on met un fichier dedans et ça fait ta 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 ta, et puis à un moment ça découpe et on a un paquet de feuilles bien pliées. Voilà, donc ce que l'on voit, on voit quelqu'un qui amène un rouleau de papier mais absolument énorme, donc le patron m'explique que le sol a été renforcé pour ça. On voit ensuite un technicien qui vient mettre le fichier à la main. Ben, oui, ça date d'avant les réseaux. Et puis la machine se lance et en 3 minutes, elle a imprimé une soixantaine de rapports qui sont pris et qui vont être dispatchés dans des boîtes de départ qui vont partir dans les différentes agences du réseau. Voilà, ça c'est ce qu'on voit. Et là, prise d'un doute, je dis, mais est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a marqué sur ces 60 rapports? Bah oui, on est là pour faire du Gemba. Et donc, on prend le rapport. Sur la première page, il y a marqué le nom de l'agence, donc agence de Saint-Cucufa, les Trois Clochers. Et puis, on ouvre, il y a marqué reporting sur tel sujet. La page d'après, il y a marqué rien sur cette page. La page d'après, il y a marqué aucune information à communiquer. La page d'après est blanche. La page d'après, il y a marqué agence de Saint-Cucufa, les Trois Clochers. Et la page d'après, c'est la quatrième de couverture. Donc voilà, donc on a imprimé tout ça pour dire il n'y a aucune information à communiquer. Et on prend le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et le dixième, et à chaque fois, il y a marqué il n'y a aucune information à communiquer. Donc, comprendre ce qui est livré, c'est une réalité. Tout le monde parle de façon très paramétrable, variable, etc. Mais la réalité, c'est de prendre le jeu de papier et de regarder ce qu'il y a dedans. Et ce n'est pas un exercice dont on a l'habitude. Et à chaque fois, on peut avoir de vraies surprises. On peut avoir au contrôle de gestion un certain nombre de choses qu'on aura préparées et qui seront envoyées et lues par personne. On peut avoir des gens qui vous expliquent un processus très complexe et à la fin des fins, la seule chose qu'ils livrent, c'est de lignes de code. Donc comprendre ce qu'il y a, qui va le recevoir, est-ce qu'il y a de la valeur? Là, je peux vous assurer que sur mes impressions, une fois qu'on les a eues préparées, imprimées, dispatchées, transportées, redispatchées vers l'agence, quand ça arrive dans l'agence, ça part directement à la poubelle. Hein. Que d'énergie pour rien. Et puis enfin, on peut se dire aussi, est-ce que la qualité qu'on reçoit est celle qui est attendue? Donc voilà, regardez bien l'objet. Donc vous voyez, on a d'abord regardé le client. On a ensuite regardé l'objet qu'on livrait et après on regarde les processus. Donc quand vous allez faire du Gemba, soyez super prudent, ne commencez jamais par le processus. Parce qu'un processus qui ne livre rien à personne, sincèrement, le plus simple, c'est de le supprimer. Et alors quand on regarde le processus, eh ben, on est toujours absolument étonné de voir qu'un processus qui s'explique simplement s'opère de façon complexe. Je prends la demande du client, je la valide, je la saisis, je la distribue. Eh bien non, voilà ce que ça donne. Des allers-retours à l'infini. Alors chaque petite flèche rouge, c'est quand ça s'est mal passé. Donc chaque petite flèche verte, c'est quand c'était prévu par le process. Voilà, voir le processus. Alors comment est-ce qu'on fait pour voir le processus?
La bonne pratique, c'est de demander à avoir le traitement de 10 opérations simples. Donc cette fois-ci, on ne va pas s'intéresser au client, on va s'intéresser au processus. Donc on va s'asseoir à côté de quelqu'un et on va lui dire est-ce qu'on peut voir 10 opérations simples. Pourquoi 10? Parce que la première, elle peut être un peu particulière. Et pourquoi simple? Parce qu'en fait, on n'a aucune envie, mais aucune envie d'essayer de comprendre le processus dans toute sa splendeur. Si le destinataire habite dans un pays avec un embargo avec les États-Unis et qu'en plus son partenaire est apatride, sincèrement, c'est pas ça qu'on veut comprendre aujourd'hui. On veut juste comprendre l'opération de personne. Donc là, voilà, on va avec le patron d'une entité informatique qui fournit des services de prestation de CRM à l'ensemble du réseau de distribution, donc notamment du reporting, des campagnes marketing, un certain nombre de choses autour du CRM. Et puis alors, comme me dit le patron, l'avenir, c'est le big data, et le big data, je veux que ça soit chez moi, il n'est pas question que ça soit envoyé dans un autre département. Mes gars et moi, on se bagarre pour faire bonne impression. Très bien, donc on y va. Et puis, je dis, est-ce qu'on pourrait regarder là, on se dit, s'asseoir à côté de quelqu'un, on ne pourra peut-être pas trop le faire. Mais par contre, est-ce qu'on pourrait regarder la dernière demande qui a été donnée à un métier? Et donc, il s'agissait en fait d'un tableau de bord dans lequel il fallait rajouter 3 nouvelles entités. Très bien, donc j'en avais déjà plusieurs milliers, il y en avait 3 à rajouter. Donc la demande avait été faite au mois de mai. Et donc, qui devait le recevoir, on le voyait bien. C'était l'équipe marketing en face. Quelle en était la valeur? Eux prenaient des décisions après en termes d'action marketing. La qualité, manifestement, le reporting était propre et clair, donc ça se passait bien. Donc j'ai dit maintenant, on va essayer de comprendre le délai. Alors, quand est-ce que la demande a été faite? Elle a été faite le 9 mai. Donc un petit calcul rapide, nous étions quand même en octobre, nous dit qu'il y a donc le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, un petit bout d'octobre, allez disons 5 à 6 mois pour avoir réalisé la demande. Et là on peut se dire par rapport aux attentes du client, est-ce que ces 5 à 6 mois se justifient, correspondent à ce qu'il attend? Alors là tout le monde commence à se tortiller un peu en disant en fait on avait dit qu'on le livrait début juin. Ah d'accord. Très bien, on va juste essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est passé de mai à début juin. Et donc là, il y a une présentation de process absolument merveilleuse. Mais vraiment, le chose très classique, la demande, on la valide, on la chiffre, on la passe en comité, on l'a fait, quelqu'un l'a fait, il y a des tests, on précise en comité que c'est fait, on déploie, etc., etc. Le processus est nickel. Je dis non, mais je voudrais vraiment qu'on regarde cette demande-là. Mais vraiment, celle-là, oui, celle-là. Est-ce que la personne qui a réalisé la demande peut nous le montrer? Donc on tombe sur cette jeune fille, et cette jeune fille nous dit, écoutez, je vous montre, donc j'avais une requête, et donc j'ai tapé AND pour rajouter, et puis les 3 numéros d'entité. Et puis après, le responsable d'équipe, un peu gêné, dit, après on a fait des tests. Alors elle dit oui, donc elle appuie sur 2 boutons, clac, les tests sont faits, puis elle dit voilà. Et donc là, je vois mon patron des équipes CRM qui est un peu embêté de se dire que d'un côté, il veut montrer au métier qu'il peut être un partenaire fiable pour le big data, et que de l'autre, taper 25 caractères, ça aura pris 5 mois, soit à peu près 20 semaines. Donc un peu plus d'un caractère par semaine. Et donc là, on comprend en fait que le processus est en complet décalage avec la promesse qui est faite. Et ça peut amener à réfléchir. Je vous donne quand même quelques conseils pratiques sur la façon de faire vos observations sur le Gemba. Alors pourquoi je vous ai mis une grenouille? Parce qu'en fait, les scientifiques savent que quand on regarde la grenouille, elle va changer dans sa façon de sauter. C'est quand même très étonnant. L'observation, le fait d'être observé, va changer la façon de fonctionner. Et donc, comme les gens que vous allez voir vont être observés, ils vont travailler de façon différente. Donc, quelques conseils pour que ça se passe bien. Le premier conseil, regardez et n'écoutez pas. C'est-à-dire que les gens vont vous dire, je vais vous expliquer. Puis à telle époque, il se passait ci. Vous dites, non, ce que je voudrais, c'est qu'on prenne une demande et qu'on regarde. Donc regardez, n'écoutez pas. C'est pas simple, parce qu'on est bien élevé. Mais vous verrez qu'eux ont tendance à vous raconter le monde et vous avez envie de le voir. Le deuxième point, restez serein quoi qu'il arrive. Vous allez voir des situations qui peuvent vous sembler très embarrassantes, qui peuvent mettre en colère, qui sont vraiment à l'encontre de ce que vous avez envie de faire.
Moi, je repense à des gens qui travaillent sur de l'anti-blanchiment. Donc, voilà, quand on fait des opérations bancaires, en fait, certaines opérations sont envoyées à des cellules qu'on appelle TRACFIN, qui vont se battre contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, etc. Et donc, certaines opérations sont extraites de toutes les opérations bancaires et sont regardées par quelqu'un qui doit dire est-ce que j'envoie TRACFIN ou non. Et donc, on regarde ça. Et puis c'est important, enfin, je veux dire, c'est une sacrée responsabilité pour la banque. Donc la personne regarde, elle met à droite, à gauche, et puis à un moment elle hésite, elle pèse un peu le pour, un peu le contre, et finalement elle le met dans la pile ne pas envoyer à TRACFIN. Et là je vois les 3 personnes avec lesquelles j'étais qui deviennent blanches. Restez serein quoi qu'il arrive. Et la responsable de tout ce département, qui était quand même patronne de plus de 2000 personnes, avec une voix la moins blanche possible, qui lui dit mais pourquoi est-ce que vous l'avez mis dans la partie ne pas contrôler plutôt que la partie contrôlée? Et la dame dit bah parce que vous voyez j'ai reçu 2 consignes. La consigne A, la consigne B. Dans la A, il y a marqué mettez dans la boîte ne pas contrôler. Dans la B, il y a marqué mettez dans la boîte contrôlée. Donc je ne sais pas quoi faire. Si cette dirigeante avait posé une question, n'avait pas posé la question, avait juste dit mais enfin écoutez quand même il aurait fallu me mettre de l'autre côté, elle se serait coupée de l'opportunité de comprendre d'où venait le problème. Donc posez des questions ouvertes. Gardez vos commentaires pour vous. Parce que dès que vous avez un commentaire en disant c'est bien, c'est pas comme ça que je ferais, c'était différent avant, etc., eh bien en fait vous allez avoir une influence sur les gens en face qui vont perdre une partie de leur sens critique d'une certaine façon pour aller dans la direction qui est la vôtre. Donc gardez vos commentaires pour vous parce qu'en fait vous allez partir, eux vont rester travailler, il faut qu'ils restent sur de bonnes pratiques. Et puis remerciez toujours. Bien comprendre que les gens qu'on va observer sont quand même des gens assez courageux. Ils ont accepté de montrer des méthodes, des pratiques, ils ont peur d'être évalués eux-mêmes, et ils l'ont fait parce que vous souhaitez comprendre le client, ce que l'on livre, le process. Donc il faut les remercier de cet effort de transparence. Voilà, donc on dit montrer du respect. Ah, ça c'est vraiment le conseil pratique, montrer du respect. On a parlé Gemba. Si on va un tout petit peu plus loin, le Gemba permet ensuite d'ouvrir le challenge, c'est-à-dire choisir les axes d'amélioration qui vont faire réfléchir et progresser. Donc la personne qui vient sur le terrain se dit mais à partir de ce que j'ai vu, comment est-ce que je peux proposer un axe d'amélioration? Et donc ça c'est le point numéro 7 du Gemba, c'est qu'à un certain moment, ça devient un exercice de leadership. Ça n'est pas que est-ce que moi j'ai appris quelque chose, c'est comment est-ce que j'emmène quelqu'un dans une certaine direction. Alors un exemple sur cet exercice de leadership, donc là on est sur quelque chose dans lequel avant, la personne qui vient faire la visite, avant, elle a des entretiens, notamment dans des comités et autres, et donc le métier se plaint de la qualité des livraisons informatiques. Et donc cette personne se dit, bah voilà, moi, ma pratique aujourd'hui, c'est d'aller sur le terrain et d'essayer d'emmener les équipes sur un nouveau challenge et vers l'amélioration. Donc ce que je vais faire là-dessus, avant de répondre au métier ou autre, je vais aller sur le terrain et je vais essayer de comprendre. Et là, on est sur des équipes qui ont déjà un management visuel, et notamment qui évaluent ce qu'on appelle leur performance. Donc elles mesurent 4 choses. Elles mesurent le nombre de bugs ouverts. Elles travaillent de façon par sprint. Donc elles travaillent avec ce qu'on appelle un burn down chart, tout ce qu'elles doivent livrer le jour après jour et le stock résiduel. Et donc on voit qu'elles ont un écart par rapport à leur burn down. Elles suivent aussi le nombre de user stories. C'est pas parce qu'elles produisent beaucoup qu'elles vont livrer un vrai produit au client. Certains produits vont être longs à concevoir, ça fera peut-être une user story. D'autres vont être plus faciles, on pourra peut-être en livrer plusieurs. Mais toujours est-il qu'elles se disent, est-ce qu'on arrive à livrer plusieurs user stories? Et pourquoi est-ce qu'on a de la variation? Ça fait partie de ce qu'elles pilotent. Et puis enfin, elles sont très orientées clients, et donc elles ont des techniques pour dire au client, mais est-ce que ce qu'on vous a livré vous plaît ou non? Et à chaque fois, il y a un objectif, hein, la petite barre, et puis là, il y a un écart à l'objectif. Et donc, ce qui se passe, c'est que la personne qui vient visiter va fixer la cible. Il pourrait y avoir des cibles d'amélioration sur chacun des indicateurs, mais il va partir sur les bugs en leur disant, écoutez, le challenge, maintenant, je vais vous le fixer, et ça, c'est mon exercice de leadership. Maintenant, on ne veut plus de bugs. On en veut vraiment zéro. Et il va leur dire, en termes de Gemba, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder ce qu'il y a à l'intérieur des bugs, et que ensuite, les ayant regardés, on trouve des familles, et ayant trouvé des familles, on choisit une famille, peut-être une famille simple, peut-être une famille volumineuse, mais on trouve une famille sur laquelle on va améliorer. Voilà.
Un autre exemple ici, ça c'est du Gemba en télétravail. Donc on va partager une session et dans le cadre de la session, bien, on va pouvoir partager un un Pareto de cause, aller comprendre une structure, aller chercher dans du code et petit à petit aller vers des exercices d'amélioration. Donc le partage de session, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Gemba Challenge, maintenant on va aller jusqu'au Kaizen. Et donc l'objectif du Kaizen pour celui qui fait le Gemba, c'est d'installer durablement un esprit d'amélioration. Et l'objectif, c'est que les collaborateurs aient à la fois conscience qu'ils ont le droit de changer, qu'ils ont le savoir pour le faire, donc ils ont des méthodes, et qu'ils ont un support, celui de la personne qui visite, qui leur dit vous avez le droit de changer le monde. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on va ensemble et on va sur la base d'un challenge qu'on a posé, aller sur le terrain et faire une section de coaching en disant qu'est-ce que tu vois, comment tu l'analyses, quelles actions tu pourrais mettre en place par rapport aux causes que tu as vues, comment est-ce que tu as mesuré le résultat. Donc on bascule en situation de coaching, c'est une démarche qui est très moderne aujourd'hui puisqu'on dit qu'il faut que le manager travaille comme un coach. Donc voilà, le Gemba permet de créer cette relation de coaching entre le manager et ses équipes sur la base de choses qui sont extrêmement factuelles. Ceci dit, vous l'avez vu, pour celui qui pratique le Gemba, ça n'a quand même rien d'évident. Et donc, il a besoin lui-même d'avoir ses propres routines de pratique du Gemba. Et donc là, je vais vous donner mon conseil pratique sur les points un peu clés d'un bon Gemba. Je vous ai mis l'image de Wallace et Gromit, parce que Wallace et Gromit ont une façon très routinière de prendre leur petit déjeuner. Eh bien, la personne qui va faire le Gemba, elle doit avoir sa routine aussi. La routine, elle tient en 5 points. Aller voir, challenger, impliquer, coacher et soutenir. Donc aller voir, on en a parlé, c'est vraiment le geste du Gemba. Challenger, c'est donner un sens à l'amélioration, vers où est-ce qu'on veut aller. Impliquer, c'est donner un sens au travail. Dire aux gens, écoutez, je viens ici, ce que vous faites est important. Et comme c'est important et comme on a manifestement matière à s'améliorer, je vous demande vraiment de prendre ça en charge. Vous avez un client en face qui attend quelque chose. Donc redonnez du sens. Et ça, si vous allez faire un Gemba et que vous voulez aller jusqu'à impliquer, je vous invite vraiment à le préparer. Il faut trouver les mots pour en parler. Hein. J'en connais plus d'un qui bafouille. Hein. Coacher. Donc coacher, c'est dire, ben voilà, tiens, tu as commencé une amélioration. Est-ce que tu peux me montrer comment est-ce que tu pratiques? Comment est-ce que tu sais que c'est important pour le client? Comment sais-tu que c'est une bonne cause, etc. Donc s'intéresser réellement aux pratiques d'amélioration des équipes. Regardez dans le détail. Et puis enfin soutenir, parce que parfois les gens sont dans la difficulté sur des choses sur lesquelles ils sont extrêmement impuissants. J'ai vu des équipes de centres d'appel qui voulaient être beaucoup plus efficaces, qui avaient trouvé des techniques pour l'être, et qui ne voyaient pas les panneaux qui en temps réel donnaient le nombre d'appels et le nombre de personnes qui étaient loguées. Et ne le voyant pas, elles ne pouvaient pas mettre en œuvre leur technique. Bon bah déplacer un panneau, c'est pas très dur. Donc c'est ça, soutenir. Voilà, donc 9 conseils, 9 pratiques pour aller faire du Gemba. Une bonne partie d'entre elles directement sur un monde remote, une autre partie sur un monde plus classique, mais il nous reste aussi un monde classique. Est-ce que vous avez des questions? Alors j'ai une question de Christian qui me dit, mais quand on n'a pas de management visuel, comment est-ce qu'on peut faire? Ah bah ça c'est certain que le management visuel, c'est une façon nouvelle et différente de représenter, de rendre visible le travail et de savoir, je dirais, en temps réel, si la situation est bonne ou n'est pas bonne. Donc quand vous allez quelque part et qu'il y a un management visuel, bah, tout à coup les équipes par leur management visuel, vous expliquent que voilà, elles sont à l'heure ou elles sont en retard, que la qualité est bonne ou n'est pas bonne, que les gens sont présents ou qu'ils ne le sont pas. Et donc, c'est une façon d'entamer un Gemba de façon beaucoup plus directe. Quand on n'en a pas, c'est un peu compliqué. Donc à ce moment-là, on va poser des questions sur des sujets qui nous intéressent, de type mais est-ce qu'on a eu beaucoup de demandes aujourd'hui? Bah écoute, je sais pas trop. Est-ce qu'on peut regarder? Bah oui, attends, on va regarder dans le workflow. Est-ce qu'on peut compter? Bah oui, on compte. Ah bah on en a eu 37. Grosse journée, petite journée. Bah ça semble un peu pesant. Il faut bien comprendre que c'est pas pour nous que c'est pesant, c'est pour la personne qu'on a en face. Et le message qu'on est en train de lui faire passer, c'est que piloter son activité, ça a de la valeur. Savoir s'il y a du volume ou il n'y en a pas. Savoir si la qualité est bonne ou n'est pas bonne, c'est quelque chose qui peut avoir du sens. Donc voilà. Donc question sur... avec management visuel, on va plus loin. Sans management visuel, on est peut-être au démarrage
d'une démarche lean, mais en tout cas, on a toujours largement matière à, à aller et à voir. Comment est-ce qu'on peut être sûr? Alors, une question d'Amélie qui dit, mais comment est-ce qu'on peut être sûr avec quelques cas que ce que l'on voit est pertinent? Euh, c'est vrai que quand on fait un Gemba, on n'essaye pas du tout de construire une représentation statistique des choses. On se dit, tiens, j'en prends, je vous l'ai dit, on en prend un, on en prend 5, on en prend 10. Quand sur 10 appels, vous en avez 4 où vous conseillez aux gens de redémarrer la machine, vous pouvez peut-être vous dire que c'est pertinent, que c'est peut-être pas 40% des appels en général, peut-être que ce n'est que 28. Mais déjà, si dans 28% des cas, les gens n'étaient pas obligés de redémarrer la machine, ça serait quand même nettement mieux. Donc on ne va pas voir toutes les circonstances, mais on va voir suffisamment de circonstances pour se dire là-dessus, finalement, on pourrait s'améliorer. Donc on ne va pas faire une analyse très fine de tous les domaines d'amélioration, de toutes les actions possibles, on va pas faire des inventaires à l'infini du détail des choses. On se dit par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui et dans les circonstances dans lesquelles je suis, j'ai matière à mieux comprendre ce que me demande mon client, mieux comprendre ce que je lui livre et voir comment est-ce que je pourrais améliorer mes processus. Voilà, écoutez, Paul demande quelle est la bonne durée d'une observation. alors, quelle est la bonne durée d'une observation? Moi, quand j'emmène un dirigeant sur le terrain, je lui dis qu'il faut prévoir 2 heures. C'est-à-dire qu'il faut prévoir 15 minutes avant pour bien se rappeler les règles. Je vous l'ai dit, un poker face, aimable, dans le questionnement, pas dans la justification. Donc, se rappeler les règles, se rappeler ce que l'on souhaite observer et quelle méthode on va, on va prendre pour le faire. Donc ça, c'est 15 minutes. Ensuite, c'est 1 heure et quart à peu près sur le terrain. Et ensuite, c'est 15 minutes de débriefing. Donc vous voyez, ça fait à peu près 2 heures. Et franchement, faire un Gemba sans débriefer, c'est absolument dommage. Parce qu'on a vu beaucoup de choses. Certaines vont nous avoir touchés. Certaines vont avoir été plus répétitives, mais on les aura peut-être pas vues. Et donc, il faut arriver à se dire, qu'est-ce que je retiens de ce Gemba? Qu'est-ce qui a été pertinent dans ce que j'ai observé? Quentin demande conseillez-vous des outils en ligne particuliers pour du management visuel? Alors, dans les outils en ligne pour le management visuel, nous travaillons avec une société qui s'appelle Ubiquet et qui a un outil dont c'est l'objet de faire du management visuel et qui a 2 parties. Une partie dans laquelle on peut être dans la co-construction, donc poser des hypothèses, choisir ce qu'on veut voir, le représenter plutôt sur une étoile, en colonne, etc. Donc vraiment de la co-construction. Puis une deuxième partie dans laquelle on est dans de l'animation qui est complètement remote, délocalisée. Donc Ubiquet. Voilà, nous c'est notre usage. Une question de Thomas sur la préparation des équipes. Comment préparer les équipes à la visite d'un grand patron? Alors, dans l'idéal, la visite se passerait bien. Donc, ça n'est pas une interrogation surprise comme on en fait aux enfants. C'est un moment de relation positive entre le patron et l'équipe. Donc, on va voir l'équipe, on lui dit le patron va venir et on lui dit voilà ce qui va l'intéresser. Donc, ayez une opinion là-dessus. Déjà, les prévenir, ça leur permet parfois de ranger un peu différemment leurs espaces de travail parce qu'ils ont envie de faire une bonne impression sur la personne qui vient. Et puis ensuite, de leur dire voilà ce qui peut l'intéresser, bah, ça leur permet d'avoir déjà peut-être 2, 3 dossiers sous la main qu'ils pourraient sortir et montrer. Donc, c'est toujours un peu un choc, mais je vous assure que quand les gens se sont bien préparés, on trouve très largement matière à s'améliorer. Donc, mais les gens sont plus à leur aise. Celui qui se sent le plus expert va pouvoir se mettre un peu en avant pour éventuellement protéger un peu les autres, etc. Donc, vraiment préparer l'équipe, éventuellement leur faire répéter 2, 3 choses si on sait que le patron peut être très intéressé par une amélioration, un management visuel, un sujet particulier, les faire répéter pour qu'ils ils présentent bien et qu'ils soient à leur aise dans la relation avec le patron. Franck demande si l'obéa virtuel est un bon endroit pour pratiquer le Gemba. Alors, l'obéa virtuel, peut-être un bon endroit pour débuter un Gemba. C'est-à-dire que vous avez 2 types d'obéa en fait, hein. Une obéa, c'est un grand management visuel. Et en fait, dans cette obéa, vous avez des obéas qui sont plus orientés vers du management. Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Qui sommes-nous? Quelle est notre performance? Quelles sont nos actions d'amélioration? Puis vous avez une deuxième obéa qui est plus dans de la conduite de projet ou de la construction de produits. Quel est le produit qu'on veut construire? Quelle tête a-t-il? Qui sont ses clients, ses caractéristiques et comment on le construit? Et donc, une obéia virtuelle est un bon endroit parce que on va pouvoir se poser, par exemple, la question sur les premiers panneaux de qui sont les clients, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs insatisfactions, comment vous le savez.
Puis si on est sur une OBIA de produit, on va pouvoir dire, écoutez, montrez-moi sur le produit. Ah ben là, le client dit, vous voyez, ça bug quand j'essaye de télécharger tel truc. Donc c'est quelle fonctionnalité? On peut la dessiner sur le produit. Pourquoi ça bug? Parce que notre bande passante n'est pas suffisante, parce que nos batchs ne tournent pas de la même façon, etc. Donc à ce moment-là, on va pouvoir sur le produit voir où ça se passe. On peut avoir de vraies discussions là-dessus. Mais une fois qu'on a choisi un sujet de discussion sur l'OBIA virtuel, ça peut être intéressant de retourner sur le poste de travail pour essayer de comprendre effectivement quels sont les gestes sous-jacents. Meriem demande comment on doit gérer les conséquences, les suites d'un Gemba du point de vue du patron et du point de vue des équipes. Alors, déjà, le patron, je vous l'ai dit, doit dire merci quand il part. Et il faut que les managers de proximité disent, vous savez, il était content. Et qu'il renforce l'idée que ça a rendu service au patron, qu'il a vu plein de choses et qu'il est très reconnaissant de cet effort de présentation qu'a pu faire l'équipe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, je vous l'ai dit aussi, le dirigeant, il va prendre une quinzaine de minutes pour se dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai vu? Et qu'est-ce qui a du sens à travers tout ça? Et quelle est peut-être la ligne un peu directrice? Et donc, là-dedans, il va en sortir une idée que la prochaine étape d'amélioration, ça serait plutôt dans cette direction-ci. Et ça, c'est son rôle de dirigeant, hein. Je vous ai dit, il y a une notion de leadership qui s'exerce et une notion de coach. Et donc, il va pouvoir en parler, par exemple, avec le responsable d'équipe, en lui disant, tu vois, vraiment, c'était très bien. Et moi, je pense que ce qui est d'important pour nous aujourd'hui, réexpliquer pourquoi, c'est ça et ça. Et donc, le responsable d'équipe peut revoir avec les équipes en disant, écoutez, il était content de sa visite. Et il y a un sujet sur lequel il a un intérêt particulier. Donc, on va travailler ensemble et voilà comment on peut s'organiser. Et puis, on lui racontera d'une façon ou d'une autre ce que ça a pu donner. Et donc, voilà, rassurer d'un côté, ramener le challenge de l'autre et lancer les actions d'amélioration qu'on aura pu identifier aussitôt possible. Voilà la suite à donner. Thomas demande si on peut avoir les slides. Alors, les slides, vous pourrez regarder à nouveau la vidéo et peut-être que les slides, on pourra les mettre sur un slide share. Donc, on vous a mis sur... non, on ne vous a pas mis les coordonnées de notre SlideShare, mais vous allez trouver Opera et Partner SlideShare et voilà, il y sera. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien.